Hi, everyone. Welcome to the webinar. Bonjour tout le monde et bienvenue à notre webinaire. On va juste donner quelques minutes, quelques instants pour laisser les personnes rentrer dans la salle Zoom. Et puis, on va commencer. All right. Good morning. Bon matin, bon après-midi. Bienvenue à notre webinaire de construire l'activisme ou le militantisme sur le campus, les étudiantes qui s'organisent contre la violence fondée sur le genre. Moi, je m'appelle Karen Campbell, je suis la directrice des initiatives communautaires et politiques de la Fondation canadienne des femmes. Je vous rejoins aujourd'hui sur les territoires traditionnels des peuples Anishinaabe, Anishinaabe, Lanipiwak et Anishinaabeg. Le travail du Fondation canadienne des femmes, programme sur les territoires traditionnels des Premières Nations, des Métis et des Inuits. Nous sommes reconnaissantes d'avoir l'occasion de rencontrer et de travailler sur ces terres. Cependant, les reconnaissances territoriales ne sont pas suffisantes. Nous devons rechercher la vérité, la réconciliation, la décolonisation. Avant qu'on commence, je vais partager quelques détails techniques pour assurer la participation de tout le monde. Si vous n'avez pas encore fait, s'il vous plaît, sélectionnez en bas de votre écran l'interprétation vers le français ou l'anglais. On veut assurer que toutes les paroles ici sont bien entendues. Alors, s'il vous plaît, sélectionnez une des options. Il y a des sous-titrages en français ou en anglais. Alors, s'il vous plaît, regardez dans la boîte de clavardage pour le sous-titrage en français ou en anglais. Si vous avez des questions aujourd'hui pour les panélistes, s'il vous plaît, mentionnez dans la boîte de questions-réponses ou Q&A. Alors, on va faire un suivi de ces questions et si on a assez de temps à la fin de notre session, on va poser vos questions à nos panélistes. Si jamais vous avez des questions techniques, s'il vous plaît, mentionnez dans la boîte de clavardage. On a une équipe technique qui va essayer de faire un suivi de toutes vos questions. Alors, au cours des dernières années, la Fondation a participé dans un projet Impact à l'Université McGill. Ça fait une étude sur les liens entre les médias sociaux et l'action pour le changement social dans le contexte de la violence sexuelle sur les campus à travers le Canada. Grâce à la recherche associée avec ce projet et le travail de la Fondation, axé sur les jeunes, on a vu comment les jeunes féministes sur le campus collégial, universitaire, à travers les écoles secondaires, cégep, partout au Canada, utilisent la technologie pour s'étendre la prévention de la violence sur l'éducation et la militantisme. On a aussi vu que nos différents établissements scolaires répondent très lentement à ces violences et ils trouvent les manières créatives de répondre à ces enjeux. Je veux vous introduire, on veut juste reconnaître les personnes qui ont travaillé sur une recherche importante, c'est Leon, oh, Jana Vigor qui a travaillé. Et nous sommes ravis de vous présenter à cette table ronde aujourd'hui et de vous présenter à Dr. Jessica Wright qui va animer notre discussion aujourd'hui. C'est à vous, Jessica. Merci beaucoup. Bienvenue tout le monde. J'ai vraiment hâte de parler avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'être ici avec nous. Je vais me présenter rapidement. Moi, c'est Dr. Jessica Wright et je travaille sur les territoires traditionnels non cédés des personnes Kaningahaga, qui est aussi connu comme Montréal. Je travaille sur le projet Impact à McGill et je suis aussi un professeur à l'Université McEwen à Edmonton. Euh,
Le focus de mes recherches, c'est vraiment basé sur la violence basée sur le genre et je travaille sur le consentement actif, la sensibilisation à ces enjeux, surtout pour les jeunes LGBTQ. Je suis une militante depuis des années sur ces enjeux. J'ai aussi travaillé beaucoup à l'Université de Toronto où j'ai fait mon doctorat. Je travaille beaucoup avec les personnes de la base radicale, un organisme des survivantes. On a commencé une équipe de recherche. On a publié un rapport de recherche de 60 pages pour vraiment adresser les problèmes de éra- euh, effacer la violence basée sur le genre. On a eu une communauté qu'on a commencé à travailler en pratique, un trousse d'outils pour les militantes et activistes étudiantes. Et ça continue ce projet qui est mené par Farrakhan et CJ. CJ est une des personnes qui travaillent sur ce rapport aussi, qu'il y en a sur lequel elle fait la recherche et regarde des différents réseaux sociaux et comment il y a du impact sur le mouvement MeToo sur les différentes mobilisations sur nos campus. Nous, on a beaucoup impliqué dans l'écriture de cette étude qui va bientôt sortir. Ça, c'est un peu par rapport à moi. Aujourd'hui, l'objectif de notre conversation, c'est vraiment de voir c'est quoi les mouvements et l'activisme sur les campus en ce moment. COVID a vraiment changé comment on travaille et comment on organise pour les luttes sociales. Nous, on va faire une organisation pour ce panel de questions-réponses et moi, je vais poser plusieurs questions clés. C'est quoi les enjeux sur la militantisme étudiante en ce moment? Je vais donner une chance à tous nos panélistes de s'introduire. On va commencer de l'ouest jusqu'à l'est. On va commencer avec Taylor, qui vient de l'Université de Colombie-Britannique. Ça, c'est dans ma langue, ça veut dire mon nom est Taylor. J'utilise les pronoms yel et elle. Et ma famille maternelle vient d'une réserve Tutnawabe. C'est une communauté qui est entre, comment on s'appelle, Regina et Winnipeg. Je travaille sur les territoires non cédés de plusieurs nations que maintenant on s'appelle Vancouver. Et en ce moment, je suis là en visite du territoire non cédé algonquin. Et ici, j'ai travaillé sur euh, à l'Université de Carleton. En ce moment, je travaille avec un groupe de plaidoyage pour les luttes autochtones. Et je vais bientôt terminer mes deuxième cycle à l'Université Colombie-Britannique. Merci beaucoup pour votre introduction. On va aller vers l'ouest dans notre pays. On a Katie qui est associée avec l'Université de Lethbridge en Alberta. Alors, merci. Moi, c'est Katie. J'utilise le pronom elle. Moi, je vous le territoire Nitinape dans le sud de l'Alberta. En ce moment, je suis dans ma dernière année de mes études à l'Université de Lethbridge et j'ai travaillé vraiment sur les études de genre pendant tout le premier cycle. J'ai commencé pour le plaidoyage et la lutte étudiante en organisation pour tous les étudiants plus marginalisés, basés sur le genre. Plus tard, on a inclus plusieurs enjeux étudiants. Depuis ça, j'ai travaillé pour différents projets de plaidoyage. Un exemple, c'est de démontrer comment l'université utilise les noms étudiants. Alors, pour tous les étudiants et étudiantes transgenres, qui peuvent utiliser le genre qu'ils aimeraient utiliser dans leurs identifications
universitaire. Je travaille aussi pour avoir des espaces et des services plus inclusifs au niveau du genre et sexualité. Merci beaucoup. On va aller vers Yves en ce moment. Bonjour tout le monde, moi c'est Yves. Je suis sur les territoires Haudenosaunee, connus aussi comme Niagara Falls. Je viens de terminer mon premier cycle avec le développement international et j'ai terminé en juin 2021. Je sais toujours pas encore qu'est-ce que je veux faire comme maîtrise. J'ai trop d'intérêt et c'est vraiment difficile de décider qu'est-ce que je veux faire en ce moment. Mais j'ai commencé vraiment en organisation sur les enjeux de la violence à caractère sexuel et basée sur le genre. Alors, je travaille vraiment dans tous ces enjeux VFG autour de l'université et d'autres places. Et je continue à travailler dans un bureau des droits humains et sur l'équité. Je travaille aussi sur les luttes antiracistes et je continue de faire l'éducation populaire contre la violence basée sur le genre. Il y a beaucoup de personnes dans le bureau dans lequel que je travaille m'ont vraiment appuyé mes développements personnels et professionnels. Jusqu'à date, c'était dur d'avoir assez de ressources et capacités. Finalement, j'ai accès à des différentes ressources de faire les projets que j'ai envie de faire. Finalement, pour terminer nos introductions, on a Eilish. Bonjour, moi je suis Eilish Mackenzie Foley et moi, en ce moment, je suis sur les territoires traditionnels des LCD PERP à Nouveau-Brunswick. Je fais mes études à l'Université de Saint Thomas. J'espère que c'est ma dernière année. Et mon focus sur les droits humains et puis les communications et les politiques publiques. J'ai commencé de travailler sur le militantisme, sur la violence fondée sur le genre. À l'école secondaire, il y avait une grève des enseignantes et puis ça a commencé tout mon parcours de militantisme étudiante. Et puis, j'ai été élue par mon association étudiant pour vraiment travailler avec les responsables scolaires, l'administration à l'université. J'ai vraiment pu sélectionner mes priorités de lutte et c'était vraiment de travailler sur la violence fondée sur le genre. J'ai été sur plusieurs tables rondes pour prévenir la violence sexuelle. J'ai terminé un stage récemment et sur ces enjeux-là et j'ai beaucoup appris. J'ai hâte d'être ici avec vous. Merci beaucoup. Je veux juste remercier tous les panélistes d'être ici avec nous. On est vraiment contents. Pour commencer, la première question que j'ai, c'est quoi les enjeux clés en ce moment que vous gérez sur vos campus sur la violence fondée sur la genre et dans votre établissement? On va commencer avec Taylor. Oui, moi j'aimerais parler des différents enjeux que j'ai remarqués quand j'étais à l'université de 2016 à 2020. Ça, c'est les enjeux particuliers à Carleton. Et c'est quelque chose que j'ai remarqué, les politiques sur la violence sexuelle, c'était en théorie focusé sur les survivantes, mais pas réellement en pratique parce qu'il y avait plus des enjeux qu'on sentait victimisés, où c'était violent encore, ou aussi les agresseurs étaient capables de découvrir les détails des vies des survivantes et on était obligé à interagir avec les agresseurs et entendre leur côté de l'histoire. Après, on a aussi vu que beaucoup des conséquences officielles n'étaient pas soutenues par nos institutions scolaires. Alors, ce n'était pas pris au sérieux, ces conséquences. Et l'université n'a pas fait un suivi à travers tous les différents démographiques pour réellement faire un programme holistique.
Merci beaucoup d'avoir fait un survol de tous ces enjeux différents. Je suis sûre qu'il y a des points qui vont se rejoindre entre les différents enjeux et on va voir c'est quoi les manques dans nos efforts qu'on veut adresser ces problèmes de violence sur nos campus. Maintenant, j'aimerais aller vers Katie. Je pense qu'un de nos enjeux clés, c'était vraiment dit qu'on n'avait pas un politique officiel sur la violence sexuelle ou sur la violence basée sur le genre jusqu'à 2016. L'administration à l'université a vraiment pris longtemps à adresser ça. Ça montre à quel point que le progrès à l'Alberta, ça va tellement lentement, juste de même faire reconnaître ces enjeux comme sérieux. C'est un processus très lent de chercher la justice ou être capable de réellement faire le suite de toutes ces violences. Il y avait une investigation qui a démontré finalement à quel point il y avait la violence dans notre université, mais puis on a vu, il y avait tellement une réaction négative de beaucoup des étudiants que c'était vraiment dur de travailler d'une manière holistique et tous ces efforts étaient reçus de manière en général très négatif. Alors, c'est pas juste un aspect politique qu'il faut changer, mais aussi tout le côté culturel qu'on a besoin de regarder pour vraiment adresser la violence basée sur le genre. Alors, juste avoir les politiques, c'est très important, mais qu'est-ce que le politique va faire? C'est quoi les actions menées par le reportage ou la déclaration? Qu'est-ce que j'ai vu vraiment, c'est quand on veut parler de politique, on avait les différents éducateurs et éducatrices sur ces enjeux de FG sur le campus, mais c'est assez nouveau. On a juste eu un qui a commencé en 2016 et c'était vraiment là, ce processus d'avoir quelqu'un qui est spécialisé dans ces enjeux. Alors, en 2017-2018, ça fait pas vraiment longtemps. Alors, ça vient de commencer. Le processus est excessivement lent. Et pour la révision des politiques à nos écoles, il y a eu beaucoup de manques parce qu'il y a un manque pour les survivantes de chercher du soutien ou de réaliser comme un vrai soutien pour la violence très sérieuse qui était un caractère sexuel grave. Alors, c'était vraiment dur des survivantes de venir de l'avant et chercher du soutien. Il y avait un manque de transparence à travers tous ces processus. Wow, ça semble qu'il y a beaucoup de travail encore à faire. Eilish, avez-vous quelque chose? Moi, je veux juste faire l'écho à tout ce qui a été dit jusqu'à date. C'est tellement triste à dire qu'on peut être d'accord à travers tout le pays sur ces mêmes enjeux que vous voyez à travers le processus d'investigation, comment signaler ces abus, comment le progrès est tellement lent à Saint-Thomas, notre université à Nouveau-Brunswick et un collège communautaire. Ils sont vraiment proches physiquement. Alors, même de gérer des différents plaintes quand ils sont gérés ensemble, c'était vraiment difficile. Sur le niveau culturel, de ne pas avoir suffisamment d'éducation sur la culture de consentement et pas l'institution reconnaît même pas que c'est un problème. Ça, c'est un enjeu énorme pour ces problèmes parce que s'ils ne vont pas le reconnaître, on sait que ça ne va pas changer. Quelque chose que je vois aussi pour moi-même, un des enjeux qu'on a, c'est on a un politique, mais c'est pas un politique indépendant. C'est en dessous d'autres politiques sur l'harcèlement. Et c'est comme la même chose si tu fais un méfait, un graffiti sur le campus. Et ça, c'est juste, c'est quoi la relation? Alors, je veux juste aussi souligner et faire l'écho à tout ce qui a été dit par les autres panélistes, mais il y a vraiment de manque des trous dans ce système. Et
on est toutes et tous d'accord là-dessus. Comment vous avez dit, et lèche, ça, fou, c'est un peu lourd à entendre les mêmes critiques à travers tout le pays. Je pense qu'on savait un peu, mais juste de l'entendre, on voit que c'est une culture qui est partagée à travers toute notre région géographique. Alors, on a démontré quelques des enjeux clés à travers nos campus. Alors, comment est-ce que vous gérez ces problèmes avec vos administrations et c'est quoi les réponses que vous recevez de vos institutions? On va changer l'ordre et peut-être on peut commencer avec Yves pour répondre à celui-là. Oui, j'ai oublié de le mentionner pour la dernière question. Il y a aussi des enjeux de capacité. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur ces enjeux. C'est vraiment difficile, c'est fatigant, on n'a pas assez de temps. Alors, il y a juste au niveau de stress mental, quand on travaille comme étudiante ou sur les bureaux des droits humains sur nos campus, comment nous, on gère ces enjeux sur nos campus? Ça aide quand on travaille dans un bureau officiel, qu'on a comme des connexions à travers le campus parce qu'il faut vraiment réseauter, collaborer à travers plusieurs départements et établissements sur le campus. J'ai trouvé ça vraiment utile d'être capable de trouver d'autres personnes qui avaient un intérêt de faire la programmation et l'éducation populaire. Par contre, au niveau de capacité, souvent il y a un manque de financement, un manque de personnes disponibles pour faire le travail. Alors, on fait le mieux qu'on peut avec les ressources qu'on a, hein. Par contre, les réponses de l'institution ou l'établissement ne sont pas suffisantes. Alors, on manque de capacité. Oh, désolé, je n'ai pas réellement répondu à la question, mais c'est l'éducation. C'est tous les programmations sur l'éducation, la responsabilisation, la sensibilisation, de travailler sur les départements internationaux avec les organisations, les professeurs, tous les différents niveaux, mais il y a beaucoup de travail à faire. Merci beaucoup. Yves, c'est une considération importante de souligner la question de capacité parce que ça nous démontre à quel point, ça c'est une des raisons pourquoi les affaires ne bougent pas aussi vite qu'on aimerait ou on a besoin que ces affaires changent. Katie, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Oui, je peux parler de l'organisation étudiante où je travaillais avant. Comment nous, on a lutté contre ces enjeux, c'était vraiment le soutien pair à pair. C'était pas trop. Bon, non, ça a eu des impacts graves du pandémique parce qu'on essaie de créer des espaces plus sûrs ou sécuritaires pour les personnes de venir en parler. Si c'est des membres du faculté, d'autres étudiantes, de savoir c'est quoi les ressources disponibles, de partager nos ressources. Et on a vraiment trouvé différentes solutions possibles, souvent utilisant les lignes d'écoute, les différentes ressources technologiques, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui passent à travers ces situations violentes. Ils ne savent pas où chercher les ressources, comment ils vont soigner, comment ils peuvent guérir. Sur notre campus, il y a eu quelques efforts dans plus le milieu d'éducation, mais en ce moment, ça semble qu'il veut essayer de le faire plus large, au-dessus de juste une idée que le monde peut le faire s'il veut. Peut-être que ça ne serait pas obligatoire, mais que c'est vraiment plus holistique à travers le campus. Alors, c'est pas parce qu'il y a juste les points politiques plus ou qu'on fait des différents changements sur comment l'environnement physique est organisé, mais on n'a vu pas les bons résultats juste avec ça. Alors, on pense vraiment qu'on a besoin de travailler plus sur le côté éducation et continuer de travailler en réseautage et collaboration. Vous avez vraiment démontré qu'il y a des nuances qu'il faut regarder. Alors, il y a ce côté sur l'environnement physique. Alors, je pense que tu référais à plus cette
cause de lumière sur le campus ou peut-être plus de police sur le campus ou les boutons d'urgence sur le campus, mais on a vu ces réponses peuvent créer d'autres problèmes et peuvent être très troublants pour marginaliser encore plus des étudiants et étudiantes marginalisés déjà. Alors, je veux souligner ça. Elish, on a fait quelques affaires différentes pour répondre à nos enjeux. On a des réseaux sur le campus sur l'harcèlement sexuel. Alors, eux, ils font un travail en ligne et en personne. Ils sont tellement dédiés à leur travail. Ils travaillent vraiment pour l'intérêt des étudiants et étudiantes. Ils font pas juste les services de thérapie et conseils, mais aussi travail institutionnel et sur politique à travers l'université. Ça, c'est un ressource génial qu'on a, mais à juste pas suffisant. On pourrait avoir plus de ces conseillers. Alors, on essaie de chercher plus, élargir leur équipe d'employés. Moi, j'ai pu rentrer pour le renouvellement des politiques sur la violence sexuelle et j'étais vraiment surpris à quel point les responsables à notre université étaient ouverts à la changement. Ils étaient très ouverts à entendre tous nos points critiques qu'on voulait mener. On a commencé de changer quelques affaires. Il y a une autre étudiante qui a pris ma place maintenant, mais juste dans le temps que j'étais là, on a pu faire quelques changements. Je sais, vous avez probablement vu plusieurs obstacles. Souvent, la réponse, c'est en disant comme la politique, ça marche comme il est écrit, c'est pas autant un problème. Mais pour nous, on a finalement vu, je ne sais pas pourquoi ce changement s'était créé, mais j'ai reçu une bonne réponse des personnes qui peuvent réellement changer ces politiques. Alors, je pense qu'en ce moment, ça bouge un peu ces enjeux. Parce qu'avant que j'ai quitté le campus, on a parlé des différents sondages qu'on pourrait faire, souligner les enjeux de la langage utilisé dans nos politiques, avoir plus de ressources sur les campus. Alors, moi, je veux voir les changements qui se passent ici en ce moment. Alors, ça, c'est des bonnes nouvelles. Merci beaucoup. Je pense que ça reflète ce que Yves a dit, qu'il y a réellement des personnes sur les campus qui veulent changer. Il y a les travailleurs qui travaillent en première ligne, qui ne veulent pas rétraumatiser les personnes, qui veulent vraiment appuyer les survivantes quand elles arrivent avec leurs problèmes. Alors, ce travail continuel sur l'éducation, que les personnes comprennent c'est quoi les changements qu'on a besoin de faire et pourquoi. Taylor, maintenant c'est pour à vous. Alors, ça fait tellement bien d'entendre c'est quoi le travail que tout le monde fait. J'aurais aimé savoir que ça existe, ces réseaux et tout le travail qui était fait comme moi, j'étais à l'université. Quand j'étais là, je me suis impliquée beaucoup sur mon campus. J'étais sur la gestion plus sur le CA sur mon campus et j'ai pu représenter les étudiantes pour changer nos politiques sur la violence sexuelle. J'ai, c'était, j'étais là l'année quand ils voulaient faire les changements à cette politique. Alors moi, j'étais chanceuse d'avoir l'opportunité de changer ces politiques. J'ai aussi pu parler dans les différents événements publics, toute une campagne de l'ONU, d'arrêter la violence fondée sur le genre. J'ai aussi pu um, travailler sur des événements où les survivantes partageaient leurs histoires et aussi l'appui dans les organismes qui travaillent sur les abus sexuels et l'harcèlement sexuel dans la communauté et comment on arrête la culture de la viol. J'ai pu souligner vraiment et dénoncer comment on n'appuie pas les survivantes réellement. Souvent, j'étais très découragée. Il y avait souvent les individus dans l'administration ou dans la faculté qui voulaient entendre. Par contre, l'administration en général voulait vraiment protéger comment ils sont vus au niveau légal et protéger leur réputation. Une des exceptions qu'on a vues, et j'aimerais partager cette histoire en ce moment.
Alors, quand on révisait nos politiques sur la violence basée sur le genre, j'ai souligné des problèmes avec le langage qui était proposé dans cette politique, parce que ça semblait que ça vraiment mettait la responsabilisation sur les survivantes ou les victimes. Et juste même avec le langage, j'ai disais que les survivantes ne vont pas venir de l'avant et déclarer les abus. Alors, j'ai pu avoir cette expérience de argumenter et débattre avec les avocats dans la salle. J'avais juste 20 ans, mais j'ai pu mener un changement dans le langage dans cette politique. Alors, juste être à ce place à la bonne moment, ça a pu changer les affaires. Merci beaucoup, Taylor, d'avoir partagé cette histoire avec nous. Ça peut être tellement lourd, nos histoires, et c'est épuisant. Alors, on ne peut pas oublier nos gains et les moments qu'on peut réellement aller de l'avant et aller vers la guérison collective. J'ai une prochaine question pour vous, de changer un peu de quoi on parle. En ce moment, on voit beaucoup de conversations en ligne sur la violence sexiste, avec le procès Depp contre Heard. Il y a certaines personnes qui ne réalisent pas que ces conversations sont liées à une structure plus large sur la culture du viol. Par contre, peut-être il y a des changements dans les conversations parce que à quel point ce discours est partagé à travers les réseaux sociaux, etc. Alors, comment est-ce que vous voyez les impacts des réseaux sociaux avec le travail que vous faites à travers vos campus? Est-ce que vous pensez que les personnes comprennent mieux les enjeux de VFG comme un enjeu systémique en ce moment à cause de ça? On va commencer avec Gélish. Alors, je pense que les autres panélistes ont plus de dire sur cet enjeu que moi. Alors, je vais garder ça court. Je pense que les réseaux sociaux peuvent être un outil génial pour, quand on parle de la violence fondée sur le genre, pour trouver d'autres personnes qui ont vécu les mêmes choses que vous et trouver un appui en vous. Dans le cas d'Ep contre Her, je pense qu'il y avait des points positifs, mais je pense qu'il y a plus de commentaires négatifs en général que positifs. Il y avait beaucoup de commentaires qui menaient vers comment est-ce que les personnes vont croire d'autres femmes dans le futur quand ça semble que Johnny a comme gagné son procès. Alors, je pense que c'était bon pour information, mais comment le mauvaise information ou les mensonges sont partagés, ou aussi les messages de haine sont facilement partagés. Alors, on voit que c'est double touchant les réseaux sociaux. Katie, avez-vous des réflexions là-dessus? Je pense que c'était l'affaire clé pour moi aussi. C'était vraiment double tranchant. Pour nous aussi, c'est tellement bon de partager l'information. Je vais surtout sur Instagram, je peux apprendre tellement de choses, juste des petits textes éducatifs qui peuvent t'encourager à apprendre d'autres éléments sur un enjeu particulier. Mais moi, comme une personne trans, ou une personne trans qui veut passer à travers les espaces féministes, médiatiques, il y a beaucoup d'exclusion des personnes trans. Alors, vraiment, des fois, ça peut créer des difficultés de vraiment avoir une discussion sur la violence fondée sur le genre, parce que si toutes les personnes qui sont autour de la table ou cette salle virtuelle ne sont pas reconnues comme femmes ou d'être une personne, d'avoir vraiment ces problèmes aussi. Les réseaux sociaux étaient tellement importants pendant la pandémie, d'être capable de rejoindre des personnes. um, Ça peut être un espace très positif. Par contre, les personnes qui ont des mauvaises opinions et tout ça, tu peux partager ça tellement facilement de manière anonyme.
et d'être à des centaines de milliers de kilomètres loin d'une personne et de parler, d'utiliser la haine. Avant, on était obligé de dire ça face à face à quelqu'un. Alors, je pense que beaucoup, il y a plus d'attention ou espace donné à les personnes qui donnent les affaires négatives haineux. Par contre, les affaires qui sont plus positives. En ce moment, je vois aussi qu'il y a des personnes qui veulent travailler sur ces milieux des réseaux sociaux, de faire la guérison et reprendre ces milieux. Et on va voir comment ça va de l'avant dans cette m- le temps plus digital. On voit aussi comment on voit les enjeux de backlash, alors les conséquences de quand il y a eu des call-outs. Alors, je pense qu'en ce moment, nous, on est dans un moment comme ça. C'est dur de célébrer les gains et on voit les commentaires anti-trans et d'autres choses et des fois, c'est très difficile de Yeah, rester sure. I positif. really second what all of my panelists are saying about, there being Alors, a je place for veux reconnaître qu'est-ce que mes I panélistes think that, partagent en ce personally, moment. I felt really C'est uncomfortable réellement speaking out double about tranchant. On what voit I des do contre-coups. when I Par was contre, in maintenant, je college, sens we beaucoup had plus a à l'aise de class parler de la on violence sexual fondée sur le misconduct genre and que it was je small, but sentais it avant really quand helped j'étais people to know à this l'école has parce been que an impact maintenant, on après le my mouvement life. MeToo, il y a des personnes à Hollywood qui témoignaient de leurs agressions. Alors, j'ai senti beaucoup d'espoir quand finalement on fait du progrès, on normalise les conversations sur la violence sexuelle. Um, Puis, on a vu pendant COVID, il y a eu une montée dans la violence et les agressions sexuelles, la violence contre les femmes. Et peut-être c'était reconnu un peu, mais c'était pas vraiment géré. Peut-être c'est presque normalisé. Et puis, on voit un peu cette promotion de ces relations abusives dans les médias, comme le cas avec Johnny Depp, et puis on parle de Kim et Kanye, en Pete Davidson, et comment c'était démontré sur les réseaux sociaux. Alors, je vois aussi cette contre-coup, ces réactions intenses. Um, mais en regardant mes réseaux sociaux, je pense que les générations plus jeunes, ils sont capables d'amener les meilleurs points, les points féministes plus inclusifs. Je vois les meilleurs commentaires que ce que j'ai vu quand j'étais à l'université. C'était comme vraiment d'une certaine plus féminine et tout ça. Mais alors, avant, je sentais vraiment découragée, mais je vois les jeunes activistes et ça me donne le courage. Merci beaucoup, Taylor. Yves, avez-vous des réflexions? Alors, rapidement, un des points que je voulais nommer, je ne sais pas exactement comment le dire, mais moi, j'ai pas réellement fait un suivi de ce procès 6 heures par jour. Par contre, je pense qu'il fallait pour écouter ce procès pour vraiment voir les commentaires que le monde disait. Si c'est comme négatif, positif contre Johnny Depp, Amber Heard, mais on a vu les réseaux sociaux et comment cette séparation des réseaux sociaux et la vraie vie. Alors, ils vont dire Amber Heard, elle est menteuse, mais d'autres survivantes mentent pas. Et les personnes ne voient pas que ça, c'est quelque chose qui met le blâme ou la responsabilité sur les victimes et les survivantes. Alors, si tu veux appuyer les survivantes, si tu donnes des commentaires comme ça, c'est vraiment démontre à quel point ça ne nous aide pas de démontrer cette débande qui est une bonne victime, mauvaise victime, etc. Alors, c'est vraiment dur de faire cette éducation populaire sur les réseaux sociaux. Je vois ça comme un outil,
mais pas nécessairement la meilleure place de vraiment sensibiliser les personnes qui, à le temps de parler d'une analyse critique du patriarcat et des machistes et tout ça, juste quand ils regardent des petites phrases sur Twitter et d'autres choses, les personnes ont vraiment de prendre leur propre initiative de sensibiliser eux-mêmes. Les personnes ont besoin de faire leur propre travail, leur propre recherche. Des fois, ça peut soulever les bons points, mais comme les autres ont dit, c'est double tranchant de vraiment regarder les différents commentaires qui sont faits avec un manque d'analyse. Des fois, c'est vraiment décourageant. Merci, Yves. Je vois aussi cette idée que peut-être ça va être la prochaine génération va mener le front et être plus progressive que nous, mais aussi on voit qu'il y a un peur, peut-être cette grande vague des sentiments plus négatifs avec le procès de Heard contre Depp. Peut-être ça va aller trop loin, ces réactions négatives. Et moi, je cherchais pas les réactions négatives sur ce procès, mais moi, je recevais des publicités partout. Parce que moi, je ne le cherchais pas de tout. L'algorithme devrait me démontrer l'opposé. Non, j'ai vu juste inondation des affaires négatives. Alors moi, j'ai trouvé ça vraiment épeurant. Et on va voir qu'est-ce qui vient après. On voit des petits publications sur Instagram, des fois qui peut aller plus en profondeur et ça risque d'être un outil qu'on peut utiliser. Alors, j'entends vraiment ces points forts, points faibles, double tranchant. Merci de réfléchir sur des différents détails de ces conversations. Et la prochaine question que j'ai, alors, quand on parle de VFG, c'est plus un objet dans la couverture médiatique. Et on parle de peut-être, il y a une absence d'un cadre intersectionnel dans ces efforts déployés dans la lutte contre la violence basée sur le genre. Alors, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire de vraiment adresser le cadre intersectionnel dans les luttes sur vos campus pour la violence fondée sur le genre? Moi, je trouve ça évident sur la violence basée sur le genre, la violence à caractère sexuel. L'éducation, c'est tellement clé pour la prévention. Mais on veut mettre accent, par contre, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas la chance d'apprendre réellement sur l'intersectionnalité, les impacts divers qu'il y a sur d'autres personnes. Moi, je pense qu'il y a des impacts il y a beaucoup d'éléments sur l'intersectionnalité qui impactent la violence basée sur le genre, mais moi, j'ai pas beaucoup d'expérience sur ces enjeux, alors je vais passer aux autres panélistes. Alors, je vais lancer ça vers Taylor. L'université où j'étais, c'est très vague ou pas clair sur comment on parle de l'intersectionnalité et de vraiment regarder les groupes qui sont plus ou qui peuvent être plus affectés par la violence sexiste et de vraiment, mais c'est pas clair, c'est quoi qu'est-ce qu'ils vont faire clairement. Et vous souligne que oui, peut-être c'est un problème, mais pas comment ils vont vraiment garder la redevabilité d'une institution quand ils ne regardent pas les éléments qui sont exagérés par les conditions intersectionnelles. Quelqu'un qui veut accéder à un soutien parce qu'ils sont en situation de handicap, leurs besoins, c'est différent qu'un étudiante musulmane ou une étudiante trans. Leurs expériences vont être différentes et leurs expériences ont beaucoup d'enjeux particuliers et beaucoup de personnes qui sont là de soutenir ces étudiantes sur le campus vont pas refléter les identités des personnes qui viennent chercher du soutien. Alors, je pense que ça serait mieux si l'université aurait vraiment une vision, un lentille intersectionnelle qui pourrait regarder de comment ils vont réellement faire ce travail parce que souvent, c'est juste qu'est-ce qui est dit et non pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Et les survivantes manquent des ressources qui sont
vraiment mieux pour leurs besoins particuliers. Merci pour toutes ces considérations que tu as nommées et on va aller vers Yves. Oui, les besoins intersectionnels sont tellement importants. Il faut être un féministe intersectionnel. Il faut utiliser vos lunettes intersectionnelles de regarder ce travail parce qu'on peut faire plus de mal que du bien. Et quand on parle des enjeux sur les campus et les enjeux sur le VFG sur le campus, une des affaires qui sont discutées, c'est les enjeux de pouvoir et ces dynamiques de pouvoir qui vont être un obstacle pour les survivants de venir de l'avant. Ils ont peur des mauvaises conséquences. Et souvent, ce n'est pas clairement nommé dans les politiques, c'est quoi les obstacles pour les personnes de venir de l'avant et comment tous ces processus d'investigation et comment ça fonctionne. On sait notre système officiel de justice, souvent, ce n'est pas centré sur la survivante, oui. Et souvent, nos processus vont être comme plus un modèle de notre système officiel de la justice. Et on voit que beaucoup d'étudiants, souvent, ils ne vont pas aller devant dans ces procès et juste chercher plus de soutien. Alors, si on a réellement un cadre intersectionnel, on va reconnaître qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas beaucoup de confiance dans notre système juridique. Ils n'ont pas de confiance dans les avocats, la sécurité sur les campus, etc. Alors, juste d'avoir d'autres personnes qui viennent de ces communautés marginalisées ou des personnes consultées par l'université, payées pour leur temps de consultation, de vraiment mieux former les politiques pour qu'ils soient réellement accessibles de manière intersectionnelle. Alors, merci, vous avez vraiment nommé de manière claire de qu'est-ce qui est important et on a bien entendu qu'un cadre intersectionnel, c'est un besoin. Sinon, on va avoir plus de mal et de tort qui sont faits de ne pas juste utiliser le langage intersectionnel, mais réellement passer à l'action. OK, il y a tellement de réflexions, mais je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Avec la terminologie qu'on utilise pour la violence en ce moment, de référer à la violence contre les femmes. Et on utilise toujours ça et ça efface la vécu des personnes qui ne s'identifient pas comme femmes ou on utilise femme comme vraiment une définition biologique. Alors, juste laisser la place pour que les personnes trans soient capables de naviguer ces enjeux et de parler de la violence fondée sur le genre ou la violence à caractère sexuel. Et on ne peut pas oublier comment les enjeux de race et les enjeux de classe, enjeux économiques, ont des grands rôles sur la violence fondée sur le genre. Ça influence comment et où ça passe. Et c'est quoi les réactions aussi à quand c'est divulgué. Alors, on ne veut pas continuer à rajouter sur le mal et les conséquences négatives. Et quand on pense aussi des personnes avec un diversité, les personnes qui vivent les situations de handicap, c'est les personnes qui vivent les situations de violence à caractère sexuel à les taux énormes. Alors, on ne peut pas les oublier quand on parle de ces enjeux. Alors, j'ai une dernière question avant qu'on va vers les questions et réponses de tout le monde. Alors, on dit que travaillant là-dessus, c'est très lourd au niveau émotionnel et beaucoup de personnes qui font ce travail sont des survivantes et c'est souvent des personnes qui sont marginalisées de plusieurs manières. Et alors, quand on réfléchit de comment faire ce travail, la durabilité de ce travail, d'assurer qu'on continue d'avoir l'énergie de mettre ce travail de l'avant, même si on a on vit des situations négatives, on a besoin de parler de soins personnels, de soins de nous-mêmes. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de réfléchir quand on travaille sur ces enjeux de violence? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour
éviter, équilibrer le stress. Et quand on voit les traumatismes qui sont déclenchés par le travail qu'on fait ou les pressions académiques, financières, etc., comment est-ce qu'on prend soin de soi-même et sa communauté? Je sais qu'il y avait plusieurs niveaux de questions en ça, mais essaye de me donner, répondre à une de ces questions en plusieurs. Alors, Taylor, alors quand j'étais impliquée dans les politiques étudiantes et tous les travaux que je faisais, que j'ai mentionné avant, moi, je faisais tout ça parce que j'étais aussi une survivante un abus sexuel et je voulais porter plainte officiellement à travers l'institution. Alors, je vivais cette politique pendant que je fais l'activisme étudiante. Alors, j'aurais pu partager mes expériences et quand on faisait la révision de cette politique, alors ça a aidé aussi avec mes arguments pour changer la politique. Par contre, sur l'autre point, c'était vraiment, ce travail était très personnel et des fois, les influences étaient vraiment intenses et j'étais une étudiante à temps plein. Je voulais garder mes notes très élevées. Je travaillais à temps partiel. Je voulais une vie sociale aussi. Alors, de balancer tout ça, c'est impossible pour tout le monde. Tout le monde. Moi, j'avais juste 20 ans en ce moment et de balancer tout ça, l'équilibre, j'ai perdu comme j'avais pas la chance de travailler sur ma santé mentale. Alors, de travailler sur les enjeux post-traumatiques, je ne me suis jamais laissé une pause. Il fallait que je travaille sur l'école, mes cours, parce que je voulais démontrer à l'institution et la personne qui m'a abusée, qui ne pouvait pas me silencier, mais finalement, j'étais finalement totalement épuisée, je veux dire. Et c'était très difficile, mais j'ai eu la chance d'avoir une petite communauté qui a pris soin de moi, qui m'a vraiment appuyée, qui m'a aidé à surmonter ça en ce moment. Alors, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas ce réseau d'appui. Et je pense que j'aimerais dire à tout le monde, les personnes qui font ce travail de militantisme et dans ces espaces, surtout si tu as un vécu personnel, il faut vraiment bien évaluer c'est quoi tes capacités, de rester dans vos limites, d'être tranquille et douce avec vous-même. Ça m'a pris des années de me soigner de cette période très difficile de ma vie. Si je pourrais retourner à l'envers, j'aurais dit que c'est pas juste à toi de changer le monde et changer le campus dans le petit temps que vous êtes là, parce qu'il va toujours avoir d'autres personnes très fortes et courageuses de faire ce travail aussi après toi. Alors, on n'a pas besoin d'avoir peur de aller comme plus loin, se retirer un peu et voir qu'est-ce qui sort de nos moments plus silencieux. On a le droit de travailler sur notre guérison de manière silencieusement et on peut en parler plus tard de notre vécu. Merci, c'était tellement bien dit, Taylor. Merci pour le partage. Yves, maintenant? Merci, Taylor, d'avoir partagé votre expérience avec nous. Je pense que c'était vraiment bien dit. C'est tellement important de faire notre propre frontière dans ce travail parce que la majorité des personnes qui font ce travail sont les personnes qui viennent des communautés marginalisées. On vit des oppressions tout le temps pendant qu'on est à l'école. On travaille. Il faut vraiment mettre des limites, créer ces frontières, si c'est le racisme et d'autres choses. Mais quand on lit les nouvelles, regarde les réseaux sociaux et on voit toute la violence contre la communauté noire et puis toute cette violence sexiste. Pour moi, c'était beaucoup de juste voir, d'entendre. C'était dur à gérer. Et puis, j'ai juste décidé de pas aller sur l'Internet. Je ne vais pas lire les commentaires. Je ne vais pas regarder les commentaires des
personnes qui vont pas valider ma communauté, mes expériences, les personnes qui vont parler de manière haineuse de d'autres personnes. Alors, il fallait vraiment que je mette mes limites parce que je voulais continuer à faire le travail qui est tellement déjà difficile, mais puis après, quand tu vois sur les médias, les réseaux sociaux, etc., c'était juste trop. Alors, j'ai dit, si vous avez l'opportunité, fermer l'ordi, peut-être écouter une émission de télévision plus fun ou aller prendre une marche, juste faire quelque chose pour prendre soin de vous-même, être capable de fermer un peu le monde extérieur, surtout qu'on est en train d'essayer de le changer, mais puis tu es bombardé continuellement avec trop. Alors, des fois, moi, j'essaie de juste comme fermer tout et des fois, les personnes vont me poser des questions. Qu'est-ce que tu penses de cet enjeu sur la violence sexiste? Et comme, non, non, là, c'est fini. On peut en parler demain quand je suis au travail, mais là, après 5 ans, j'en peux plus. Alors, il faut vraiment créer ces frontières et dire comme non. Oui, c'est vraiment bon de dire que oui, des fois, on n'a pas besoin de tout faire. On va prendre soin de nous-mêmes. On approche la fin de notre discussion aujourd'hui, malheureusement, parce que je pourrais continuer de parler avec vous pour beaucoup plus de sens. Ça fait tellement du bien de partager cet espace et d'être ici avec vous. Je vais aller par une question de les participants. Je vois un en ce moment. Quelqu'un a posé la question. À part les différents ateliers d'éducation, sensibilisation, avez-vous d'autres idées, des stratégies de prévention qui sont accessibles pour les établissements postsecondaires ou aussi pour la faculté et les personnes qui travaillent dans ces établissements? J'ai juste mis dans le clavardage. Alors, vous pouvez lire parce que c'est quand même une longue question. Mais on parle pour les différentes stratégies pour parvenir la violence sexuelle. Alors, c'est quoi les stratégies que vous pensez est-ce que vous avez vu des affaires qui ont marché ou que vous avez entendu parler qui semblaient positives dans les communautés? Je sais, c'est quand même une question assez large, mais oui. Yves, oui. Je vois quelque chose peut-être petit, mais peut-être c'est assez simple et on l'entend souvent quand on parle des différents, à part de juste des ateliers éducatifs. Mais on peut changer les conversations. On peut, comment on interagit avec nos pairs, d'autres étudiants, juste les membres de l'établissement. C'est de créer ces relations, développer ces relations et avoir ces conversations, ce dialogue. Ça peut être une des manières de travailler sur la prévention parce qu'on n'a aucune idée qu'est-ce qui peut venir d'une conversation. Peut-être tu parlais avec un prof d'un certain des différents enjeux et peut-être tu vas découvrir que ton prof veut apprendre plus ou il a des opportunités de financement, de vous appuyer dans le travail que vous faites. Je sais, c'est juste un petit élément simple. Par contre, avec nos différentes relations avec d'autres personnes sur nos campus, il y a des possibilités de vous trouver d'autres appuis dans le travail qu'on fait. Alors, peut-être c'est petit, mais c'est concret. Je pense que oui, merci. Ça vaut vraiment la peine de nommer ça. On essaie de construire nos communautés et ça, c'est comment on met ce travail de l'avant. Je sais, on ne sait jamais parler. Moi, j'ai visité un serrurier hier et il disait, oh oui, il y a beaucoup de femmes qui rentrent me voir parce qu'ils ont besoin de changer les circles dans leurs apparts. Et j'ai jamais pensé à ce travail. Oui, et là, peut-être leurs expériences ou comment ils connaissent ces enjeux beaucoup. Alors, on ne peut pas juste prendre pour acquis qui a le pouvoir et sur des réflexions sur ces enjeux.
Alors, Katie, je vais te donner la parole rapidement et puis on va aller vers Karen. Je vais juste dire rapidement, je vais juste dire Yves, oui, je vois le pouvoir de ce dialogue, nos conversations, c'est important. Où j'ai travaillé avant, on utilisait la nourriture gratuite. On distribuait la nourriture, on avait un enjeu, si c'est le plaisir, le consentement, différents sujets qui sont durs de discuter. On avait quelqu'un qui fait un peu de modération, animation, mais vraiment tranquille. Et on avait un restaurant qui vont apporter la nourriture et puis les personnes ont une chance de discuter de ces enjeux. Certaines personnes ont beaucoup d'expérience, d'autres personnes, c'est la première fois qu'ils discutent et c'est vraiment informel. C'est pas toute une conférence, non, c'est juste une conversation et puis je peux manger la bonne nourriture gratuite. Alors, c'est une bonne manière d'enlever cette formalité des ateliers et tout ça et qu'on peut faire de manière en plus relax. Souvent, les étudiantes à l'université, on manque l'argent. Alors, juste avoir la nourriture disponible, ça nous aide à construire la solidarité, construire nos luttes plus larges. Peut-être ça semble que c'est un petit morceau de notre casse-tête, mais non, c'est pas. C'est les ressources de base qui sont tellement essentielles. Alors maintenant, c'est à Karen qui va fermer la session aujourd'hui. Alors, merci Jessica, Eilish, Taylor. Katie Eve. C'était une conversation qu'on a pu aller tellement en profondeur. On est tellement reconnaissant de votre expertise et vos réflexions que vous avez partagées avec nous. Merci à notre équipe d'accessibilité, notre équipe technique aujourd'hui. Ça a vraiment aidé notre session aujourd'hui. Je veux vous rappeler que on, on a enregistré l'événement et ça va être circulé, et partagé après l'événement. Et dès que notre recherche est terminée, on va partager avec tous les participants qui étaient ici aujourd'hui. Alors, merci beaucoup pour votre temps et bonne fin de journée.